Sur le site du Fort Jacques-Cartier. Aujourd'hui, on a une conférence de presse qui, en fait, l'objet de la conférence de presse, c'est d'annoncer les résultats de la fouille qui a eu lieu cet été. Mais permettez-moi, avant de commencer la conférence de presse, de saluer quelques personnes ici présentes. Je pense à M. Patrick Bouillet, attaché politique du député de Portneuf, M. Jean-Pierre Soucy. Je pense aussi aux membres de la table culture. Je voudrais souligner leur présence, du CMPR également, du comité multisectoriel du patrimoine religieux. Alors, bienvenue à tous. Alors, comme je le disais, l'objet de cette conférence de presse est de dévoiler les résultats de la fouille archéologique qui a eu lieu ici cet été. Alors, rapidement, la conférence de presse va se dérouler ainsi. On aura 3 prises de parole en partant, soit celle de M. Gilles Sanson, archéologue au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Par la suite, M. Réginald Auger, professeur en archéologie de l'Université Laval, s'adressera à vous. Monsieur le maire de Cap-Santé, M. Jean-Yves Nobert, viendra également vous parler. Ensuite, on aura M. Jacques Guimont, qui a été l'archéologue qui était responsable des fouilles archéologiques cet été ici, vous adressera la parole. Et nous terminerons par une visite avec François Santerre, qui est Simon Santerre, qui nous fera faire la visite du site du Fort Jacques-Cartier. Alors, par la suite, évidemment, il y aura une période des questions. Alors, sans plus tarder, j'essaie pas le micro, la place à Gilles Sanson. Voilà. Bonjour, mesdames, messieurs. Ça me fait plaisir de vous adresser quelques mots. Ça va être très bref. Vous savez que les premières fouilles ont commencé en 1961, grâce à mon collègue Michel Gaumont, qui est bien intéressé et qui a fait quand même un ouvrage à ce moment-là assez extensif. Mais ça a pris à peu près une vingtaine d'années avant qu'on puisse revenir sur le site et faire d'autres fouilles. Étonnant, n'est-ce pas, pour un site qui a été classé en 1978, vous savez. Et étonnant aussi parce qu'on peut calculer que c'est un site d'importance nationale. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, ils connaissent un petit peu le positionnement du site du Fort Jacques-Cartier dans l'histoire, et c'est vraiment dommage que ce site-là ait tombé dans l'oubli. C'est sûr qu'on ne reviendra pas sur tout le contexte qui permet d'expliquer ça. Mais sauf que le ministère a toujours eu à cœur le développement des ressources archéologiques et puis l'intérêt de mettre en valeur le site du Fort Jacques-Cartier. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir l'implication de la municipalité ainsi que de la MRC pour faire le développement et la mise en valeur du site. Parce que ce n'est pas uniquement, comme vous savez, au ministère de prendre en main le développement des ressources, mais c'est aussi à tout le milieu, à tous les éléments du milieu de s'impliquer et de faire leur part. Et sur ça, je vais laisser la parole aux acteurs, ceux qui sont ici et qui œuvrent sur le terrain et qui ont pris la mission de faire au moins l'étape qu'on fait présentement, qui est une étape quand même majeure de fouilles sur le site. Merci. Okay, bonjour, je m'appelle Réginald Auger. Donc, je suis aussi très heureux de voir que la fouille débute finalement au site du Fort Jacques-Cartier. Et j'en profite pour remercier donc le ministère de la Culture par l'entremise de M. Gilles Sanson, la municipalité ainsi que la MRC. En fait, c'est vraiment 3 acteurs avec lesquels on aime bien travailler. En fait, 3 acteurs qui vont faire en sorte aussi que l'archéologie va être beaucoup plus commune dans les municipalités. C'est un peu mon intérêt dans tout ça. C'est un intérêt pour justement arriver à rendre l'archéologie dans la vie de tous les jours. C'est notre but. Et justement, ce travail-là est vraiment, on atteint ce but par la formation d'étudiants en archéologie.
Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour aussi comprendre qu'est-ce qu'on a découvert, parce qu'en réalité, c'est Jacques Guimond qui a fait la recherche ici, assisté de Simon Santerre. Donc, notre intérêt dans tout ça, c'est que les fouilles archéologiques soient soutenues par la municipalité, par le ministère de la Culture, par la MRC. C'est vraiment pour nous un terrain de formation. On a 5 étudiants qui sont au programme de bac en archéologie à l'Université Laval et un qui commence le programme de maîtrise. Donc, celui qui fait la maîtrise va rédiger le rapport de recherche, Simon, et à la suite de ça, il va entreprendre un mémoire de maîtrise. Un mémoire de maîtrise qui va lui permettre de justement situer le fort Jacques-Cartier dans une vue d'ensemble de la région de Québec, donc un lieu de défense. Et on va aussi utiliser des moyens modernes tels que la géomatique pour replacer le fort dans l'ensemble de la communauté. Donc, bienvenue à tout le monde et ça me fait plaisir de vous voir aussi en aussi grand nombre. Bonjour tout le monde. Vous connaissez mon nom, Jean-Yves Nobel, je suis maire de Cap-Santé. Ça me fait plaisir de voir que le ministère s'intéresse à ce site-là. Je le connais parce qu'ils ont été petits bonhommes pour en jouer sur le site. Ça fait longtemps qu'on le connaît, puis on savait qu'il y avait des choses là. Je me souviens des recherches qu'il y avait eu en 1961, qui avaient demandé beaucoup de travail. Puis je suis content qu'aujourd'hui le ministère s'intéresse au site, puis que la MRC s'implique aussi pour le site. Puis apparemment qu'on a fait des bonnes découvertes. On va aller voir ce que ça donne. Je vous remercie d'être venu pour cet après-midi. Merci. Alors bonjour à tous. Je vais moi vous présenter en tant que directeur des fouilles ici un petit historique en fait du fort Jacques-Cartier pour vous placer dans le contexte. À la suite de quoi, avec Simon, on fera la visite du site et on verra nos découvertes. Alors pour situer le fort Jacques-Cartier dans l'ensemble, dans le contexte historique, il faut dire que le fort Jacques-Cartier, ce qui est important de retenir, c'est qu'il a été construit immédiatement après la bataille des Plaines d'Abraham. On sait que sur les Plaines d'Abraham, en fait, les Français ont perdu la bataille, mais à ce moment-là, la colonie, la Nouvelle-France, n'était pas encore perdue. Alors, on a le chevalier de Lévis prévoyait déjà une contre-offensive au printemps 1760. Alors, en vue de cette contre-offensive-là, il a en fait construire le fort Jacques-Cartier dans le but de rassembler les troupes, d'une part, avant l'attaque du printemps suivant, et d'autre part, pour empêcher, vous allez voir tout à l'heure à quelle hauteur on se situe par rapport au fleuve, empêcher la flotte anglaise d'aller jusqu'à Montréal. Alors, le chevalier de Lévis avait déjà repéré le site parce que déjà, Montcalm, l'été auparavant, l'été 1759, avait déjà lui-même était déjà venu sur le site lui-même et avait fait déjà construire des fours et un site d'approvisionnement. Alors, le site était déjà connu à l'été 1759. L'idée, évidemment, on comprendra qu'avec la rivière Jacques-Cartier, évidemment, qui est un accès très important, on voulait protéger tout le secteur. On est près de Québec. Alors, à ce moment-là, on a pu, même pendant l'hiver, faire quelques raids pour harceler un petit peu les Anglais. Mais c'est au printemps 1760 qu'on va faire la contre-attaque. Le fort ici a quelque chose de particulier aussi parce qu'il n'est pas le seul fort qui a été construit dans cette optique. Il faut penser que le fort se situe dans un ensemble en Nouvelle-France. Il y a deux autres forts qui sont très importants également à la même époque, c'est-à-dire le fort Lennox, à l'île aux Noix, sur le Richelieu. Pas le fort Lennox qu'on connaît actuellement parce que le fort Lennox actuel est le fort britannique, mais le fort français qui a précédé est construit dans le même contexte, de même que ce qu'on appelle le fort Lévis près du lac Ontario, qui sont là tous les trois en fait pour protéger ce qui reste de la colonie de la Nouvelle-France à ce moment-là. Ce sont les dernières défenses en fait de la Nouvelle-France. Deuxièmement, ce qu'il faut considérer qui est très important, c'est que le fort Jacques-Cartier est un fort de campagne. Une fortification de campagne, ça signifie que c'est une fortification qu'on élève parce qu'il y a une campagne militaire. C'est pas un site où on va ériger un fort qui devra être permanent, c'est vraiment dans un but spécifique. Alors, comme on a très peu de temps pour le construire parce qu'on est déjà à l'automne, la bataille des Plaines d'Abraham a lieu le 13 septembre, on arrive ici le 18 septembre et dès le 28, on commence la construction. Alors, on utilise donc les matériaux qui sont à portée de la main, immédiatement disponibles, soit dans le cas qui nous intéresse, de la terre. Alors, vous allez constater tout à l'heure qu'on a ici des remparts qui sont faits en terre. C'est beaucoup plus simple de construire évidemment en terre qu'en pierre parce que c'est plus rapide. C'est une question vraiment de rapidité. L'hiver s'en vient rapidement. Alors, on construit le fort. Vous allez voir une partie des remparts. Vous allez voir que c'est déjà très impressionnant. Et ce qui est conservé est déjà unique
parce que ce qu'il y avait au phare Lévis n'existe plus. Au phare Lennox, le phare Lennox français, il en reste à peu près très peu de traces archéologiques. Je vais attendre. Alors, les vestiges qu'on a ici du phare Jacques-Cartier sont vraiment uniques au Canada et c'est une des raisons qui font en sorte que le site est vraiment d'une très grande importance. Il faut ajouter cependant que l'existence du phare lui-même ne sera là, en fait ça durera à peu près 1 an, puisque on aura après la bataille de Sainte-Foy, que le chevalier de Lévis remportera, il fera le siège de la ville de Québec pendant à peu près 3 semaines dans l'attente de l'approvisionnement. Malheureusement, ce sont les navires anglais qui sont arrivés les premiers. Alors, le chevalier de Lévis a dû se retirer. Et par la suite, les Anglais sont allés jusqu'à Montréal. Il y a eu la capitulation de Montréal qui a sonné le glas finalement de la Nouvelle-France. Et au retour, au mois de septembre 1760, le colonel Fraser, si vous voulez, anglais, a passé par ici pour faire en sorte que la garnison du phare se rende. Alors, il y a même un acte de reddition qui a été signé par les deux parties pour la reddition des troupes. Il n'y a pas eu véritablement de bataille au moment de la reddition du phare. On parle de quelques échanges de coups de feu, c'est à peu près tout, puisque de toute façon, la colonie était tombée, la capitulation avait été signée. Alors, les troupes se sont rendues et ramenées en France sur des bateaux anglais. Alors, dans l'ensemble, c'est le contexte historique. Ah oui, je ne vais pas oublier de mentionner également qu'à l'intérieur du phare, il y avait quelques bâtiments. On ne connaît pas beaucoup ces bâtiments-là parce qu'ils sont peu identifiés sur les plans qu'on possède. Les plans sont très peu nombreux. Alors, nécessairement, il y avait des casernes parce qu'il y avait des soldats ici qui étaient cantonnés ici. On avait également, on connaît une boulangerie, une poudrière. Quant aux autres bâtiments, on ne connaît pas véritablement leur fonction. On peut imaginer un logis d'officier, on peut imaginer des corps de garde, ce genre éventuellement, évidemment, des latrines qui sont pour les archéologues. Vous savez l'importance qu'ont les latrines pour les archéologues. On ne les a pas trouvées, il n'y a pas de surprise, on ne les a pas trouvées cette année. On les trouvera bien un jour, cependant, je suis convaincu. Alors voilà, c'est le contexte historique dans lequel le phare est construit. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre Simon Sampère, Simon étudiant à la maîtrise à l'université, qui va vous montrer les découvertes qu'on a faites. Vous allez constater qu'on a fait de très belles découvertes. Et j'espère personnellement, en tant qu'archéologue, que ça pourra permettre la poursuite des fouilles au phare Jacques-Cartier. Merci beaucoup d'être en si grand nombre. Merci beaucoup d'être venu. Bon, ben pour ceux, on va longer, là, on va marcher sur le dessus du rempart. Regardez à votre gauche, vous allez voir un replat qui longe vraiment le rempart jusqu'au bout. Ça pouvait être un chemin de, ben, c'était un chemin de ronde. Puis on a fait un sondage dessus que je vais vous montrer plus loin. Oui, ils sont en train de faire un relevé géomatique cette année. Il a servi à loger les troupes entre les batailles, mais ça a duré juste un peu. Il n'a pas été occupé vraiment longtemps, mais il a servi. Il ne tardera pas ici très longtemps. Je voulais juste vous montrer les pierres qui sont là. C'est un escalier. On a fait un sondage dans l'escalier pour voir s'il y avait une continuité entre les pierres. Puis pour trouver des objets qui nous auraient permis de dater l'escalier, de le relier à la construction du phare. On a des bons indices qui nous permettent de croire que c'est un escalier qui date du phare, mais bon, ça fait partie de l'archéologie, on n'a pas trouvé d'objet qui nous montre clairement que c'est un escalier du phare, mais on en a un autre un petit peu plus loin, un escalier sans de conservation. Peux-tu répéter, Simon? J'ai pas eu le temps. Oui. L'autre, ça c'est l'autre escalier, on l'a pas fouillé parce que son état est beaucoup moins bien conservé que l'autre. Puis mais la situation dans le phare des deux escaliers est similaire, c'est-à-dire qu'il y a un buton qui les protège. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur de la courbe. Ouais. Donc ici, sur la pointe du phare, c'est vraiment notre principal champ de bataille, si on veut. C'est ici que nos fouilles se sont concentrées pour les 3 premières semaines. Puis bon, ce qu'on a fait comme découverte ici, je vais vous parler un peu des choses qu'on voit dans les trous.
Puis ensuite, je vais vous parler des objets. On a quelques exemples d'objets qui sont à l'autre bout, là, où je vais vous emmener plus tard. Mais bon, pour ce qu'on voit dans les trous ici, vous voyez les butons qui sont cordés, si on veut, ici, le long du rempart. Ça aurait été les embrasures à canon. C'était les embrasures à canon. Puis bon, on s'est dit qu'on allait fouiller l'embrasure à canon pour documenter la façon dont elle était construite. Ce qu'on a ici, c'est la joue de l'embrasure à canon. Donc on s'est dit qu'on allait couvrir les joues, puis aller vers l'extérieur pour avoir une partie de l'emplacement où auraient été les plateformes à canon à l'époque. Donc, ce qu'on a, on avait fait un sondage aussi des deux côtés là, de la butte qu'on appelle un merlon. Puis, bon, ce qu'on a ici, on a arrêté de fouiller parce que c'est le sol que les Français ont utilisé lors de la construction du fort. Probablement qu'il provient du chemin de ronde, puis de l'escarpe, parce que vous avez remarqué, là, le chemin de ronde est vraiment régulier tout le tour. C'est pas un hasard. L'escarpe aussi, elle a vraiment une pente régulière tout le tour. Ça non plus, c'est pas un hasard. Donc, ça a probablement été façonné de cette façon-là, à partir de la pente naturelle. Puis, les terres supplémentaires auraient été remontées ici. Donc, les terres, selon on ne l'a pas fouillé, étant donné qu'on l'avait fouillé de l'autre côté, puis qu'on voyait très bien en paroi, vous pourrez jeter un coup d'œil peut-être. Si ça vous dit quelque chose, c'est des sols mélangés, mais on voit quand même bien que la façon dont les sols ont été déposés à cet endroit, ici. Donc, on a fait un petit sondage dans le coin pour s'assurer que c'était similaire des deux côtés. Effectivement, donc, on se trouve sur le sol que les Français, à l'origine, mais on peut imaginer quelque chose d'un peu plus carré ou de mieux travaillé. L'érosion a fait des pentes qui sont vraiment atténuées. Ce qu'on a de ce côté-ci, à l'intérieur, où avaient les plateformes à canon, vous voyez les aménagements de pierre. Ça aurait servi à asseoir les plateformes à canon aux quatre coins. Puis on a une bonne idée de la dimension, de la largeur et de la longueur des plateformes à canon. Dans le trou qui est juste au côté, on avait aussi un aménagement de pierre qu'on a retiré pour voir ce qui se cachait en dessous. Mais on a une continuité d'un aménagement de pierre à l'autre. Probablement qu'il y avait deux fonctions. Une qui serait de retenir la poussée des terres là, du merlon. Puis la principale, asseoir les plateformes à canon. Comme on n'a pas des plateformes à canon, si on avait des plateformes à canon séparées, on aurait eu une rangée de pierres, deux rangées de pierres alignées, parallèles, avec les plateformes. Les plateformes ont été retirées lorsque les habitants de Cap-Santé sont venus rechercher les matériaux. Mais les plateformes à canon auraient été assises sur les aménagements de pierre, premièrement pour stabiliser, parce que les canons c'est lourd, hein, puis si ça cale sur un côté, on se ramasse avec un canon qui n'est pas très efficace. Donc on aurait les plateformes à canon assises là. Puis si l'aménagement de pierre ici est continu, c'était probablement parce que les plateformes à canon l'étaient aussi continu. On serait en présence ici d'une batterie de canons, c'est-à-dire une série de canons assises, posées sur une plateforme droite. Les plateformes étaient faites en quoi? En bois. Les plateformes devaient être faites en bois. Là, on n'a pas de preuve officielle, mais bon. C'était la coutume à l'époque là aussi. Donc, les plateformes à canon faites en bois. À l'intérieur, entre les aménagements de pierre, on a trouvé beaucoup de traces de bois brûlé et de charbon de bois. On sait qu'en 1759, pas la poudrière, mais la boulangerie qui se situait à peu près ici, tout près, on ne sait pas où elle était où, officiellement, mais elle était dans la pointe du fort. La boulangerie aurait brûlé. Est-ce que c'est des traces de cet incendie-là qu'on a retrouvé ou est-ce que c'est les plateformes à canon qui ont brûlé? Je pense plus vers l'hypothèse de la boulangerie qui aurait brûlé. Ça, je verrai en analysant un petit peu plus à fond. Mais pour ça, ici, on a retrouvé, en fait, de matériaux, de culture matérielle, on a retrouvé beaucoup de morceaux de métal qui seraient, puis on a retrouvé des pattes aussi de métal qui appartenaient probablement à une marmite ou à plusieurs marmites, vu la quantité qu'on a retrouvée. On avait des balles de fusil, de mousquet. On avait des pierres à fusil, des déchets alimentaires, c'est des os calcinés et brûlés. Calcinés, blanchis. Blanchis, c'est une cuisson un peu moins prolongée. Puis sciés, des traces de boucherie. Donc, on a des preuves d'activité militaire dans le coin. Puis on a fait aussi des sondages sur le chemin de ronde qui est en bas. On a retrouvé la surface de circulation originale qui est composée de gravier, probablement pour le drainer mieux. On aurait aimé trouver un objet qui nous permettait d'affirmer officiellement que c'était la surface de circulation puis de dater la couche.
Mais bon, encore là, c'est un sondage de 1 mètre parmi tout le long du fort, donc c'est pas... c'est très peu, vu la grandeur du fort. Puis on aurait aimé aussi, on avait espoir de retrouver une palissade, puisqu'à l'époque, il y aurait des chances qu'on aurait construit une palissade pour ajouter un obstacle supplémentaire à quiconque voudrait escalader la pente. Mais bon, encore là, on n'a pas trouvé de traces de palissade. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas à l'avant, mais ici, on n'a pas de traces de palissade. On a fouillé aussi ce qui nous semblait au départ être une embrasure à canon de l'autre côté, pour voir si elle était faite de la même façon, si elle était construite ou aménagée de la même façon qu'ici. Finalement, ça semble pas être une embrasure à canon, puisque un des miliciens de Montcalm nous a affirmé que lorsqu'il coupe les arbres ici, il les jette en bas de la falaise par là. Donc ça serait peut-être un façonnement le sol aurait peut-être été entraîné là, à force de... je sais pas comment je pourrais dire, là, à force de lancer des arbres par là. Mais bon, le trou n'a pas servi à rien quand même, puisqu'on a trouvé une tranchée dans laquelle il y avait probablement il y avait un mur de terre. Puis sur les plans anciens, on voit un bâtiment hanté à la pointe du fort. Peut-être que c'est celui-là. On a trouvé aussi beaucoup de clous qui étaient liés à l'aménagement des bâtiments et des plateformes à canon aussi à ces endroits-ci. Bon, pouvez-vous nous expliquer sur le plan géographique, ces canons-là servaient à quoi? Ils étaient pointés dans cette direction? Il va en avoir aussi d'autres canons situés de ce côté-là pour faire feu sur les navires qui voudraient passer. Mais de ce côté-ci aussi pour la rivière, puis pour les gens pour les bateaux qui s'en viennent là, qui descendent le fleuve. En fait, l'idée, c'est d'empêcher la flotte. Alors, c'est pour ça qu'on a fortifié beaucoup au sapage, parce que le chenal est très très loin du côté sud. Alors, la portée des canons ne permettait pas d'atteindre. Ils ont tiré dessus sur la flotte, malheureusement sans pouvoir les atteindre. Quel genre de canon Les calibres, il va falloir analyser les boulets qui ont été trouvés. Parce que je sais que le propriétaire en a une couple et puis au ministère, on en a quelques-uns également. Nous, on n'en a pas trouvé, mais c'est en pesant, c'est parce que c'est au poids. Alors, il y a divers calibres. Ça peut être du 2 livres, du 8 livres, du 16 livres, ça va jusqu'à... Il y a des 34 livres même. Alors, c'est quoi, ça traversait le fleuve? Ça dépend du calibre, ça dépend de la quantité de poudre qu'on met dedans et ça dépend du tir que l'on fait. Mais il pouvait traverser le fleuve. C'est-à-dire, oui, il y a deux types de tirs qui se font, ce qu'on appelle le tir de but en blanc, qui est le tir direct, qui lui a de moins longue portée. Par contre, ici, on est très très haut par rapport au niveau du fleuve, donc la portée est plus longue. Et l'autre tir, ça c'est le tir le plus efficace. L'autre tir qui va encore plus loin, c'est 10 fois plus loin, sauf ça traverse le fleuve, sauf que ça n'a malheureusement peu d'efficacité et surtout pas de précision. C'est ce qu'on appelle le tir à la volée, quand le canon est incliné à 45 degrés. Alors ici, on a tiré sur la flotte anglaise, mais le tir de but en blanc qui est plus efficace, la portée des canons n'était pas assez longue. Alors on peut supposer qu'il n'y avait pas de gros calibre. C'est confirmé? Non, tout ce qu'on a ici, c'était dans le sondage. Dans cette partie-ci du sondage, on avait une couche de cendre avec à l'intérieur des petits ciseaux blanchis. Cette couche de cendre-là reposait dans le sol. Il y avait un peu de sol stérile sur le dessus, puis en dessous. Le sol stérile, c'est le sol qui ne contient aucun artefact, donc qui précède l'occupation humaine à certains endroits. Donc, si une couche de cendre repose dans le sol stérile, il y a de fortes chances que ce soit un passage amérindien, mais on n'a pas retrouvé d'objets ou d'ossements ou d'aménagements de pierres circulaires qui nous permettent d'affirmer hors de tout doute qu'on a une présence amérindienne, mais il est possible qu'on ait une présence amérindienne ici. Je vais rajouter une dernière chose. Quelqu'un me faisait remarquer tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner. C'est important pour les gens de la municipalité de Cap-Santé. C'est que les Français, quand ils sont arrivés ici, ont réquisitionné des matériaux de construction provenant de l'église de Cap-Santé qui était en construction à l'époque. Ils ont réquisitionné également de la nourriture auprès des habitants du coin. Alors, quand on a quitté le fort, les gens de Cap-Santé ont récupéré immédiatement les matériaux qui avaient été réquisitionnés par l'armée française pour finir la construction de l'église. Et c'est encore dans la mémoire des gens de Cap-Santé. Le fort, il y avait quelle superficie?
T'as aucune idée, hein? On va le savoir cette année. OK. Ça n'a jamais été calculé. Mais ça, c'est dans le phare. Oui. À l'autre bout, c'est dans le phare Oui, aussi, là. toute la pointe est dans le phare. C'est ça. Ça fait- Jusqu'au fossé en avant. Comment s'appelle cette pointe? Est-ce qu'elle a un nom? C'est Non, ce territoire-là, je pense qu'on mentionne en quelque part pointe Jacques-Cartier. Le nom de la pointe, est-ce qu'elle a un nom? Est-ce qu'elle avait un nom? Il me semble que j'ai vu ça en quelque part, mais c'est sous toute réserve. Là. Je pense Jacques-Cartier. On parle de Jacques Cartier. Je sais pas si on... Peut-être Pointe, effectivement. Pointe Jacques-Cartier. Je me rappelle avoir vu ça, mais je suis pas sûr que c'est le nom officiel. Là. Bon. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi on a creusé ici, puis ça va aider à comprendre ce qu'on a. Sur les plans anciens, on situe des baraquements où les militaires, des casernes où les militaires devaient loger lors de l'occupation du fort. Puis on a pris des mesures à partir des plans qui avaient été faits. En 99, il avait fait un relevé du contour du fort. Puis il avait superposé ce plan-là avec des plans anciens. Puis nous, à partir du plan qui a été réalisé en 99, on s'est pris des mesures. Ils ont laissé leur piquet, heureusement. Ils ont laissé leur piquet sur le contour du fort. Donc on s'est parti d'un des piquets. Puis on a mesuré où devaient être les murs des baraquements. Donc ça nous donnait grosso modo 18 mètres. On s'est mesuré 18 mètres du piquet jusqu'ici. Puis on a ouvert une tranchée de façon à couper le mur. Puis bon, on est tombé sur ça, qui serait des bases de murs de terre. On l'a suivi pour aller voir jusqu'où il allait. Donc ce qu'il y a derrière vous aussi, c'est le prolongement de ce mur-là. Il y a des endroits où on l'a fouillé en négatif. Les endroits où c'est creusé, c'est vraiment la même continuité du mur, mais qu'on a fouillé. Puis ça nous a permis, en le fouillant, de trouver des objets, des clous forgés, du verre à vitre, puis des céramiques qui datent de l'époque de l'occupation du fort. Donc ça nous donne un indice aussi, là, on peut supposer un mur de terre recouvert de planches de bois, que les clous auraient servi à retenir. Puis c'est l'essentiel de ce que c'est la découverte importante ici, les murs de terre. Ben, le mur de terre. Comment vous faites pour déterminer que ça, c'est de la terre différente de l'autre? Différente parce que, je peux vous le montrer. Regardez, le sol qui est juste au côté, c'est un sol orangé comme celui-là. Puis le mur, c'est un argile, c'est un sol plus argileux, vraiment brun foncé. Très différent du sol. Le sol au côté, c'est le sol stérile. Le sol qui ne contient aucun artefact. Donc les Français auraient creusé une tranchée dans le sol à l'époque, quand ils sont arrivés, il n'y avait personne. Donc ils ont creusé une tranchée dans le sol stérile. Puis les murs devaient... Il y a plusieurs façons, là. C'est un type de construction qui date du néolithique. Donc depuis très longtemps. Il y a plusieurs façons de faire des murs de terre. Ce sera à moi là, de regarder, de me documenter pour savoir quelles sont les différentes façons de construire ce type de mur. Puis là, d'établir laquelle a été utilisée ici. Parce que là, on n'est vraiment pas certain encore de comment il a été assemblé, mais grosso modo, on devait avoir un gabarit, un peu comme on fait du ciment aujourd'hui. On fait un gabarit, puis on met la terre dedans, puis on laisse sécher, on monte le gabarit. Mais bon, pour l'instant, on a une base de mur de terre. On l'a sur 11 mètres 60. Sur les plans anciens, on ne sait pas s'ils sont à l'échelle, mais les bâtiments pouvaient avoir jusqu'à 13 mètres 75, 14 mètres. Donc, on va ouvrir un autre sondage un peu plus loin là, dans l'espoir de trouver un mur transversal qui ne devrait pas être très loin. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter ici. Il me semble que ça fait le tour. Là. Les objets, pour ce qui est... Ce qu'il faut mentionner, c'est que la construction de murs ou de fondations en terre, parce que là, on ne sait pas vraiment encore si tout le mur était en terre. On pense que oui, parce qu'on a trouvé des clous, et ils pouvaient donc être recouverts de planches. Mais c'est possible que ce soit également seulement les fondations. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Au Québec, il y en a très, très, très peu qui ont été trouvés. Et puis, c'est dans le contexte que je vous expliquais tout à l'heure de construction du fort rapidement avec les moyens du bord, donc les matériaux disponibles, c'est pas finalement si étonnant. Vous me direz que on pourrait aller chercher de la pierre dans la rivière Jacques-Cartier, juste en bas, évidemment, comme on a dû faire, j'imagine, également pour les plateformes à canon. Si vous avez remarqué, les pierres là-bas sont beaucoup arrondies. Alors, on pense qu'ils ont pris de la rivière Jacques-Cartier. On aurait pu faire la même chose ici. Mais construire ça, c'est très, très, très rapide. On utilise donc les matériaux
qui sont disponibles. Et puis voilà. Alors c'est des choses qui sont relativement rares, mais c'est courant dans l'histoire parce qu'on retrouve encore des bâtiments en terre, entre autres en Normandie beaucoup, où en tout cas les bâtiments de ferme sont souvent construits en terre. On retrouve ce mode de construction-là également au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, encore aujourd'hui. Alors, sauf que les trouver ici en contexte du 18e siècle, c'est déjà plus étonnant. On en trouve au 17e siècle, au début de la colonie, mais au 18e siècle, c'est plus étonnant. Par contre, les Français connaissent très, très bien ce mode de construction. Est-ce qu'il y a des questions? L'objet. Je ne peux pas vous décevoir. C'est vraiment oublié. On veut voir. C'est pas représentatif de ce qu'on a trouvé. C'est les plus beaux objets. Puisque, bon, en tout cas, je vais vous expliquer ça en vous les montrant. Je peux peut-être vous rapprocher. Donc, on en a un ici qui est très bien conservé. Ça a été notre clou le mieux conservé jusqu'à ce qu'on en trouve, on en a trouvé une bonne dizaine de clous super bien conservés comme ça. Le clou de la fouille. Il est de quel côté, là? Oui, c'est sa position dans le sol qui fait qu'il s'est gardé comme ça. Puis le sol ici m'a l'air de quelque chose. C'est en cuivre aussi. Donc le cuivre ne rouillera pas autant que le métal, le fer forgé. Donc c'est un clou qui est en cuivre. Sauf que les autres qu'on a sont en fer. Les Mais autres sont en fer, sont aussi bien préservés? on a une quantité de clous aussi qui sont vraiment aussi beaucoup corrodés, là. On en a seulement une dizaine sur des centaines qui sont bien conservés comme celui-ci. Tu peux le faire circuler. Oui, sinon, ben oui. petit groupe, Nous, on en a trouvé un quand on s'est construit, là, dans le trou. On a trouvé un en fer comme ça. Là. Oui, la différence entre les clous forgés et les clous les clous forgés on a arrêté d'en produire lorsqu'on a trouvé un mode de production beaucoup plus efficace, plus efficace, qui était les clous découpés, qu'on découpait dans des feuilles du matériel, de fer ou Okay. Donc c'est ça, on les coupait. Ils sont beaucoup plus rectangulaires. Les clous forgés, on les reconnaît par leur tête forgée, mais aussi par leur forme qui est carrée. Okay. Ça, c'est un objet mystérieux qui, on a une hypothèse qui serait que c'est de la bakélite. La bakélite, c'est le matériel avec lequel on faisait les téléphones dans l'ancien temps. Mais bon, ça a été retrouvé en contexte français. Est-ce que c'est de la bakélite ou... Oups! Donc c'est ça. Est-ce que c'est de la bakélite? Si c'est de la bakélite, cet objet-là serait intrusif, donc il aurait pu se retrouver dans la couche d'occupation française suite à un bouleversement là, par une racine ou un animal fouisseur. Sinon, sinon le matériau, mais qu'on trouve officiellement, c'est quoi le matériau? On va pouvoir être plus en mesure de dire ce que c'est. Là. Mais ça ressemble à être soit un bouton ou oui, c'est vrai, il y a un trou, il y a des trous sur le côté. Est-ce que c'était sur une bague ou un bouton? Une ornementation? En fait, d'après une archéologue qui est venue ici, là, ça pourrait être ce qu'on appelle du strass, c'est-à-dire c'est de l'ornementation d'uniforme. Donc c'est ça pour ça. On a aussi retrouvé un seul fragment de tuyau de pipe. Les militaires devaient fumer. Donc ça. Des balles de mousquet, on en a retrouvé une certaine quantité. Ça, je peux la faire circuler. Vous allez voir, dessus, il y a une petite bosse. C'était moulé en série. Puis ensuite, quand on ouvrait le moule, on devait les séparer. Donc, vous allez voir la petite bosse ici qui nous montre la façon dont elle a été fabriquée. Ensuite, on a du verre à bouteille. Les militaires ici devaient prendre un petit coup des fois. Se chauffer pendant l'hiver. Ouais. Donc on a du verre à bouteille. Une pierre à fusil. Les pierres à fusil, c'est fixé sur le chien du fusil. Puis ça vient frotter sur une plaque de métal. Puis les étincelles que ça produit mettent le feu aux poudres, ce qui propulse la balle. Donc les pierres à fusil, c'est taillé à la main dans du silex. Une pierre qui a la propriété de faire des flamèches quand elle est frottée sur du métal. Tout à l'heure, je vous parlais de marmites, les pattes de marmite. Donc, on en a retrouvé 4. Généralement, les marmites ont 3 pattes, là, les grosses. Donc, on a peut-être plusieurs marmites, mais
Bon, on en a beaucoup de morceaux de métal arrondi. Donc, probablement qu'en la voyant au laboratoire, on va être capable de la reconstituer. Peut-être. Ça, ici, ce serait le... Comment elle avait appelé ça? Le pommeau ou la... Le pommeau, oui. C'est madame ici qui l'avait... Comment vous aviez appelé ça? Un pommeau ou la pomme de la hampe? Ouais, c'est une hampe, là, pour une Ouais, tendance. ça allait sur au bout d'un drapeau, sur lequel, bon, le trou ici, ça aurait été pour fixer le drapeau. C'est-à-dire la hampe elle-même. Oui, oui. Le mot. Donc, je peux la... C'est en cuivre. Oui, peut-être. Mais ce drapeau-là... Ça a été trouvé où, Simon? C'est ça, c'est ce que je m'en allais dire. Ce drapeau-là a été retrouvé dans le sondage qu'on a fait complètement à la pointe du phare, dans ce qu'on pensait qu'il était une embrasure à canon, puis que finalement, c'est plus... Mais j'ai mentionné qu'on avait trouvé une tranchée d'un mur d'un bâtiment, puis le drapeau était tout près. Généralement, les drapeaux se retrouvent près des officiers. Donc, est-ce que c'était la maison des officiers qui était au bout? Je vais regarder ça plus en profondeur. Ça ici, c'est une boucle. Est-ce que c'est une boucle de soulier ou de ceinture? Bon, on va la nettoyer, mais on va avoir une meilleure idée encore parce que là, elle est pleine de corrosion, puis c'est difficile de voir. Voyons. C'est en cuivre, ça aussi. Mais c'est une boucle, ça a la grosseur d'une boucle de soulier. Ouais, ou de ceinture. Mais de ceinture aussi, c'est possible. Au début, c'est ce qu'on pensait, mais il y a des archéologues qui sont venus sur le site puis ils ont remarqué que ça ressemblait beaucoup plus à une boucle de ceinture. Mais bon, en la nettoyant, il n'y a rien qui dit qu'on trouvera pas que... Bon, on a retrouvé aussi d'autres petites balles, des balles de plomb qu'on appelle des chevrotines, qui devaient être enveloppées dans du papier en grande quantité. Puis quand on tirait, ça faisait un nuage de plomb, parce que les militaires étaient chasseurs aussi, hein, fallait bien se nourrir. Donc il y avait probablement une activité de chasse là, dans le coin à l'époque, avec des chevrotines. Je parlais aussi de... Ah ben je ne la ferai pas circuler la chevrotine, d'un coup qu'on l'échappe. La chevrotine, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, c'est la petite balle de plomb. Oui, ben oui, c'est tout petit. C'est pas évident pour vous autres de retrouver ça. Oui, on en a retrouvé seulement 4, mais il devait en avoir beaucoup. Ça m'étonnerait qu'on les ait manqués si on en avait eu plus, mais il devait en avoir en quantité, il doit en avoir en quantité sur le site. Mais c'est difficile à voir. Je vous parlais aussi des os avec des traces de boucherie. On a un os qui est scié ici. Ça, on peut le faire circuler. Probablement c'est des ossements d'animaux de ferme, là, de cochons, de vaches. Puis on en a un autre ici qui est noirci, calciné. Simon, ça a été trouvé où? Entre les assemblages de pierre, dans le plus grand sondage à l'autre bout, entre les assemblages de pierre. Dans le foyer ou quoi? Parce que j'ai pointé que... Près du... Oui, il y a du charbon. Oui, c'est près d'où... C'est dans une couche où on a retrouvé beaucoup de bois brûlé et de charbon. C'est ce que je mentionnais tantôt, l'incendie de la boulangerie ou c'est la plateforme à canon qui a brûlé. Puis ensuite de ça, on a retrouvé 2 autres pierres à fusil, dont une qui est brisée. Puis selon M. Guimond, celle-là aurait été retravaillée pour servir de batte-feu. Le batte-feu, c'est l'ancêtre des briquets. On le frottait pour mettre feu à l'amadou. Donc, probablement une pierre à fusil réutilisée. Je sais pas, je peux la faire circuler. Vous allez voir sur le côté arrondi, il y a une série de petites coches dedans. Elle aurait été retravaillée. Donc, c'est ça pour les objets. Simon, j'aimerais ça que tu tiennes peut-être la hampe pour la montrer, là, pour prendre une photo. Là. Oui. Tantôt, j'en ai pris. On va juste serrer ça. Peut-être l'approcher de toi, voir. Je la vois même plus proche de ton visage. Elle est dans le tout. Ouais. Petit drapeau. Elle a drapeau du Québec. Mais il a l'air d'avoir un dessin aussi dessus. Il y a comme un soleil. Oui, je vais l'examiner pour en la nettoyant. C'est ça, c'est bouché. Mais toi, Simon, quand tu es travaux, là, tu vas... Ben moi, je vais faire l'inventaire de toute cette collection-là. De tous les artefacts, je vais tous les nettoyer, les numéroter, les cataloguer, les inventorier. Puis ensuite, je vais les interpréter.
Mais l'essentiel ici des interprétations vont être les ouvrages de terre puis les constructions en tant que telles. Les objets, on sait que pour la plupart, ils datent de l'occupation du fort, donc 1759-60. Les objets français. Donc c'est ça. Nous embête. Oui. Mais l'objet lui-même est intéressant. Ah oui? L'hypothèse n'est pas écartée. Vous l'avez encore? Donc, il faudrait comparer. Avec, comparer.